radio en mai. Like a wound that heals. Installez-vous, la conférence va bientôt commencer. Cuando yo me colegí hice el número 100. Ça vient de l'envie d'être sur fond de ciel en fait et d'être dans un espace commun. Puis elle raconte surtout son rêve pour l'avenir. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a un monde ailleurs, a écrit Shakespeare, à qui on doit aussi cette impériale définition du théâtre. Nous sommes de l'étoffe dont nos songes sont faits. Ce soir, Radio en mai va tenter le grand saut vers l'ailleurs et vers le songe, vers ces états de perception singuliers dans lesquels nous font basculer des artistes qui rendent incertaines et poreuses les frontières entre normalité et anormalité. Ces artistes, ils viennent du nouveau cirque, là où s'inventent de magnifiques utopies. Festival Théâtre en mai, jour 8, la compagnie Barraud-Dével et son spectacle Mazout nous propulse hors de nous-mêmes. Avec Alexandre Planck et Réal, on s'agrippe au micro comme à des parachutes, on décolle, direction le théâtre Jacques Fournier. On est à 10 minutes de marche. Comment il s'appelle le théâtre ? Jacques Fournier. Jacques Fournier ? Ouais. Jacques Fournier. C'était qui Jacques Fournier ? Tu sais toi ? Quelqu'un qui a travaillé dans la décentralisation. C'est un des fondateurs de la décentralisation, je crois. Jacques Fournier. Alors, pour être plus précise, je ne sais pas, mais c'est ça. Fournier, c'est un nom qui est associé à la décentralisation. Mais la décentralisation, je pense quasiment post-Jeanne Laurent, hein. C'est-à-dire post-Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui a créé le CDN, je crois. Je pense, ouais. Bon, ça doit dater, tu vois, de 1900 et les années 50. Et il n'y a pas eu une seule directrice avant que Maëlle n'arrive. Il y a eu 5 ou 6 directeurs. Et Maëlle est la première femme à diriger ce théâtre. Ça met du temps quand même, les évolutions. Hein. Par là, je crois que c'est dans cette rue. On est pris dans la foule, ça veut dire qu'on doit être sur la bonne voie. Ah oui, c'est là-bas. Tout au sud de la rue. On a atterri au théâtre Jacques Fournier, on y est bien, on vient de voir Mazout, le spectacle de la compagnie Barraud-Dével. Barraud-Dével, en manouche, ça veut dire bon Dieu, mais ça veut dire aussi branquignol. Drôle d'association entre le divin et le trivial, le spirituel et le prosaïque, l'aérien et le terrestre, le réel et le surnaturel. Mais les contraires, lorsqu'ils s'associent, se confrontent et se jaugent, produisent souvent des étincelles. La troupe Barraud-Dével est née de l'étincelle, surgit entre Camille de Courty, cavalière, acrobate, voltigeuse, et Blai Mateu Trias, originaire de la Catalogne espagnole, enfant du chapiteau, dont les parents étaient clowns. En 1997, Camille et Blai se rencontrent. En 2000, ils quittent l'école nationale du cirque de Châlons et fondent Barraud-Dével Cirque. Quelques années plus tard, ils trouvent leur port d'attache, ils s'installent près de Toulouse, à Lavelanet de Comminges, dans un lieu où l'art et la vie ne sont pas dissociés. C'est la cave coopérative de Barraud-Dével. Récit ce soir d'une utopie qui a pris corps avec Camille de Courty et Blai Mateu Trias et avec tous ceux que nous croiserons sur notre route ici au théâtre Jacques Fournier. Tiens, regarde Alex, il y a Nicolas Le Fur, le directeur technique du théâtre qui est juste là, viens, on va le voir. Ah bah Nicolas, C'est moi. ça représente quoi ça comme travail? Bon, ça fait trois services de montage à peu près. Ils C'est-à-dire? ont commencé hier, Ouais. après monter toute la lumière et puis ils sont venus aujourd'hui, ce matin, finaliser toute l'installation. Mais et vous, de votre côté, c'est quoi comme boulot, ce plateau-là un peu particulier? Avec donc un tapis de danse par terre? C'est ça. Alors moi après je bosse en binôme avec des régisseurs. Ouais. Donc du coup il y a des gens qui s'occupent justement de mettre en place tout ça par rapport aux infos qu'on leur communique. Mais quand tu vois par exemple un plateau comme celui-là, avec cette immense toile qui se dresse, cette eau qui tombe un peu partout, est-ce que tu as l'impression de voir un des trucs les plus... Compliqué ? Oui. Ouais, bah après à chaque fois qu'on a les fiches techniques, on regarde effectivement si ça passe dans la salle. En hauteur ? En hauteur, en largeur, en ouverture, en accès décor, parce qu'ils utilisent aussi l'atelier décor pour préparer leur bâche. Ouais. Et du coup, une fois qu'on a tout analysé, on voit si ça le fait ou pas. Et là, en l'occurrence, a priori, ça passe. Ça passait. Alors moi, il y a quand même un mystère qui s'est posé à moi pendant toute la représentation, c'est les gouttes d'eau. Oui. C'est-à-dire que j'ai quand même un peu levé la tête en me disant, mais d'où ça sort ? Ouais. Est-ce que toi, t'as la clé? Parce que ça m'intéresserait. Bah alors, moi je l'ai, mais je sais pas si je la communique par contre. Ah, voilà. Encore une info qu'on aura. Ça fait 3 émissions. C'est vrai?
Bon, on pose des questions, on peut pas avoir les réponses. Non, mais Ça- c'est en haut, c'est dans Ah les... ben ça, oui, je me, Vous avez... je me doute que c'était en haut, mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, d'abord je voyais pas l'émission, ça a l'air de rien, mais comme c'est très important dans le spectacle, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils arrivent à régler l'arrêt de la chute d'eau. Eh ben, C'est très compliqué. tout ça. est commandé en fait par distance, Ouais. par des machines. Ouais. Donc voilà, tout est relié par des câbles Ouais. et donc ils communiquent en envoyant des signaux Ouais. voilà, dans les câbles pour ouvrir et fermer les boîtes. Mais c'est excitant quand on est justement, comme toi, proche du plateau, de son installation, Alors moi de je son suis montage. pas alors moi je suis pas proche, je coordonne un peu Ouais. tout ce qui va se passer ici. Après je suis pas sur le plateau. Je regarde effectivement que tout se passe bien sur Oui. les montages et on a différents sites. Mais voilà, après je réponds aux questions Oui. sur lesquelles je peux répondre, Oui. mais il y a des choses forcément qui vont m'être inconnues. Oui, d'accord. Non, mais je sors de l'aspect technique. C'est juste pour dire, est-ce que c'est excitant quand il y a des choses un peu plus comme ça complexes c'est excitant et de que c'est voir pas juste les... plateau nu avec Ah ouais, une ouais, table non, et mais une chaise. moi, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est d'avoir des spectacles, de ce type de spectacle qu'on peut accueillir, et on se pose la question si on va pouvoir l'accueillir ou Ouais. pas. Et on fait tout pour que Ouais. qu'on puisse l'accueillir, et on est content une fois que c'est sur le plateau, quoi. Là, en ce moment, tu gères combien de salles? Là, il y en T'as l'œil sur combien a. de Là, il y a Parvis, Fornier, Athénéum, Mansart, Minoterie, Cour de Bar, salle académique et le château du Club Pouilly. Ouais. Je crois Plus que- le problème des spectacles qui se jouent en extérieur. qui, C'est des ça, fois, doivent Cour de être Bar, voilà. très Donc Cour rapatriés de en Bar, l'air. ce qui est arrivé en début de semaine, le c'est que la spectacle première a de pu mai. jouer dehors, ouais. Et on était en alerte orange le lendemain, donc on a démonté et puis on s'est rapatrié à la salle académique. Mhm. Et là ce soir c'est la dernière, et après je vais aller justement gérer le démontage. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Et alors, ton camarade François, Il Il est dans est- les parages, il doit être bon, au ça bar. serait bien qu'on aille le chercher, non? Ouais. On va le chercher. Il est au bar. François, lui, son statut, sa fonction, c'est... C'est régisseur de plateau. Donc lui, il est les mains sur le plateau, lui. Alors lui, Plus. sur le festival, en fait, c'est lui qui a coordonné tout ça Ouais. sur le plateau. Et en fait, il fait les navettes, il gère tout ce qui est plateau sur Ouais. les scènes. Donc s'il manque du matériel, Ouais. il va en renfort et tout ça. Et il étudie les fiches techniques, il contacte tous les régisseurs en amont pour savoir, pour connaître les besoins. Ouais. Voilà. Mais il va vous en dire plus, il est là-bas. Juste là. C'est là. On cherche François partout et on ne le trouve Bonsoir, pas. eh ben, il est là. Bon. Ben oui, on voulait savoir comment ça se passait. Ben, très bien, très D'une bien. part, ce festival dans son ensemble. Et quelle est l'équipe qui a été la plus problématique, qui voulait l'ampoule qui n'existait pas ou le câble qui n'était pas au bon endroit? Je crois qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu? Non, 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 non. Après, il y a des spectacles qui se veulent un petit peu plus ardus que d'autres. Mais bon, voilà, rien. En même temps, c'est une année un petit peu tranquille, quelque part. Hein. Ça va, ça se passe bien. Ça veut dire quoi, une année tranquille? Bah, il y a des années un peu plus terribles en matière de matériel, de livraison des spectacles, des choses un peu plus lourdes, conséquentes, qui demandent bien plus. Cette année, c'est, en tout cas pour ma part, au plateau, c'est plus tranquille, voilà. Là, sur le spectacle qu'on vient de voir de Barreau d'Evel, il y a un chien sur le plateau. Ce qui Oui, est très alors. agréable. Mais moi, je me souviens d'un spectacle où il y avait un taureau sur un plateau. C'était à l'opéra et le taureau était dans une cage de verre. Oui. Parce qu'il valait absolument pas que le taureau C'est s'en ça. aille. S'en aille. Ah oui. Quelle est la chose la plus ahurissante que toi, François, tu aies vue sur une scène du théâtre ici à Dijon? Ahurissante, par exemple, un chien. Ouais. Sous Robert Cantarella, Ouais. en tant que directeur dans la maison, on a eu un spectacle avec un chien justement, et qui était un chien plutôt dressé pour les aveugles, c'est un comédien qui le gérait, parce que c'est avec lui qu'il bossait sur le plateau. En revanche, il y avait un moment dans le spectacle où ce chien restait en coulisses au moment où le comédien rentrait sur scène, et il fallait le retenir. Mais comme nous, en amont, on nous avait dit personne ne parle au chien, comme ça, parce qu'on est très nombreux. Dans ce genre de moment, ça paraît tout bête, mais c'est hyper important. Si tout le monde dit oh, le petit chien quand il rentre, c'est foutu, quoi, parce que tout le travail qu'il y a avec la personne qui doit s'occuper de lui est foutu par terre. Et du coup, là, donc, le comédien gérait,
Et il y avait un moment dans le spectacle, mais au début on ne le savait pas trop, même eux. Et à un moment, on m'a demandé, moi, de lancer le chien sur le plateau. Sauf que c'était juste là tout de suite. Et au moment où il a fallu que je le lance sur le plateau, le chien s'est couché par terre sur le dos. Et comme s'il voulait des caresses au lieu de rentrer sur scène. Et d'ailleurs, c'est un moment que j'ai adoré parce que dernière minute. Le chien a travaillé avec moi parce que les autres représentations, donc la première, ça a été ça. Au lieu de rentrer sur le plateau, il s'est couché sur le dos pour que je le caresse. Et la dernière, il attendait qu'une chose. Il me regardait, il regardait le plateau. Il attendait que le geste pour aller rejoindre, entre guillemets, son maître, qui était le comédien, qui était sur scène. Et voilà, bon, c'est une anecdote que j'avais adorée. Bah oui, j'imagine. Mais il y en a souvent des moments comme ça, un peu magiques, un peu hors normes, quand on est proche du plateau, régi sur plateau, et qu'on a ce contact-là avec ce que nous, on ne voit pas, ce que le spectateur ne voit pas, et ce que parfois l'artiste lui-même ne voit pas. Oui, tout à fait. Il y a des tas de choses, des fois, que même les comédiens qui sont en train de jouer n'auront pas saisi ce soir-là, à tel endroit. Donc, en tout cas, en l'occurrence, ici à Dijon, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre des choses très cocasses, quoi. Par exemple, sur un autre spectacle, un démontage à vue du public et avec un collègue qui est en face de moi et qui, lui, est les yeux face à la lumière et qui doit dégoupiller quelque chose. Et moi, je suis de l'autre côté, donc j'ai pas la lumière dans les yeux et je vois à chaque fois son petit crochet passer à côté de la goupille, une fois, deux fois, trois fois. Et je vois la tête de mon collègue qui commence à blêmir et pareil, c'est un moment... On a réussi quand même et on est parti avec les châssis, c'était des châssis de bois. Moi j'étais en fou rire, quoi, sur scène en train d'évacuer un élément de décor, quoi. Voilà, c'est une autre petite anecdote, quoi. Mais oui, bien sûr, il y en a plein des comme ça. Oui, j'imagine, mais il faut les noter. Et il y en a même... Devenir quoi, ces histoires? Personne ne les raconte jamais. Alors... C'est toute la vie du théâtre, à côté. Alors si jamais un jour... Les hors-champs, les coulisses, et ça, on la connaît pas, cette vie-là. Alors, si jamais un jour vous avez envie de creuser ce terrain-là, il y a une personne à rencontrer, c'est Jean-Pierre Baudin. D'accord. Qui est aujourd'hui quelqu'un qui fait des spectacles, mais qui était un technicien et qui a une verve incroyable. Et en fait, il racontait toujours ce genre d'histoire tellement bien que les professionnels de théâtre qui le rencontraient et certains, dont François Château, à un moment lui ont dit « Mais Jean-Pierre, il faut que tu fasses quelque chose, c'est énorme ce que tu racontes. » Et voilà, par exemple. Et les spectacles de Jean-Pierre, c'est que des choses comme ça. Il raconte tout ce qu'il a vécu quand il était technicien et c'est rempli d'anecdotes comme ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup, François. Il n'y a pas de quoi. Alors, on va peut-être continuer notre exploration. Je ne sais pas où est l'équipe artistique. Ah, mais ils sont là. Oui, t'inquiète. Bonjour, vous voulez qu'on se... Je sais pas, sur vous... Comme vous voulez, comme vous voulez. On boit un verre. Comme vous voulez. Vous êtes Blaye? Moi, c'est Blaye, ouais. Mais oui, et donc vous étiez avec Camille sur le plateau, ce qui n'est pas du tout ce qui était prévu. Non, ce n'était pas prévu. Donc on a les deux... oui, parce qu'en fait, Marlène Rostin, qui prend le rôle normalement, elle a eu un souci de dos. Et on ne voulait pas louper l'occasion de passer au festival, alors on est venu avec Camille. Et vous n'avez pas de souci de dos, vous? Moi, oui, mais je les fais, je les maintiens. Ouais. Je pose la question parce que se retrouver avec sur ses épaules sa partenaire qui marche sur vos épaules et qui marche sur vos... Et sa partenaire en même temps, en même temps que sa partenaire. Les deux, ouais. Oui, c'est sûr que de toute façon, faire ce qu'on fait, c'est pas quelque chose qui est... on n'est pas fait pour à la base. On n'est pas conçu. Non, mais bon, le corps, il n'est pas non plus conçu pour... quand on marche trop, on peut s'abîmer. Enfin bon, de toute façon, le corps, pendant, je crois que c'est 25 ans, non, il grandit, puis après, il y a une chute décroissante. Après, on maintient, on fait aller. Hein. Pourquoi est-ce que ce spectacle que vous avez créé, je crois, il y a 10 ans, oui. Mazout. On prononce ça Mazout. Hein. Pourquoi est-ce que c'était très important pour vous de le reprendre?
Il y avait plusieurs facteurs. De toute façon, on ne fait jamais quelque chose pour juste une chose. Il y a souvent plusieurs, même dans nos textes, dans les spectacles, ou dans les sens, ou dans tout ça, on essaye que ça soit multiple, quoi. Et là, il s'avère que c'est un spectacle qu'on n'avait pas beaucoup joué, qui n'avait pas beaucoup été vu. C'est un spectacle qui pour nous était assez important aussi dans le sens où plastiquement, graphiquement, notre langage il s'est vraiment ouvert avec ce spectacle-là. Et qu'on en avait la possibilité de le faire aussi à niveau production, contact et tout ça. Et que c'était une façon aussi de commencer à se mettre à l'extérieur pour diriger, c'est-à-dire une première expérience où on dirigeait depuis l'extérieur avec un fil qu'on connaissait déjà, avec quelque chose qu'on connaissait déjà. Donc il y avait plusieurs choses qui faisaient qu'on s'est dit allez on y va, on le fait. Et puis comme ça la rencontre avec Julien et Marlène là-dessus, c'était très agréable. C'est des gens qu'on connaissait bien, qui ont fait un peu le même parcours que nous, qui ont un peu le même âge que nous. Donc finalement, ils l'ont repris dans une autre maturité que nous quand on l'avait créé à la base. Donc c'était aussi un exercice d'adaptation, on va dire. Ça vous embêterait, Blaye, qu'on aille se mettre devant le décor 2 secondes? J'aimerais bien parler de... Bon là, un peu de l'espace avec vous. On va laisser derrière nous le boucan. Non, mais c'est pas du boucan, mais c'est juste que je voudrais qu'on profite de vous. De toute façon, ils sont en train de démonter. Démonter plutôt, nettoyer, arranger. Vous pouvez me raconter ce qu'il y a devant vous? Vous êtes Camille. Bonjour Camille, avec le chien Pachuca. Vous pourriez me décrire ce que vous voyez devant vous? Là, il y a Marie qui est en train de poser la bâche pour nettoyer les moteurs de peinture, en même temps que Naïma sèche un peu les pots avec 2 techniciens du théâtre. Et puis il y a la grande fresque, on va dire, qui a été remontée pour que le papier sèche. C'est un collage de papier, c'est des plans qui viennent de... En fait, c'est une ancienne usine Total, c'est des recherches de pétrole du Sahara. D'où le titre mazout, voilà. Et qui a été, tous les soirs, il y a de la peinture qui tombe dessus et on refait le mur tous les soirs. Mais par contre, ce mur-là, on le coupe et on le stocke et on les garde pour faire des installations. Ça nous arrive de faire des cartes blanches des fois ou des choses comme ça. Et du coup, ces papiers-là, on les réutilise à ces moments-là souvent. Et là, les affiches que vous faites faire à côté... c'est les mêmes papiers. C'est le même papier. Hein. C'est une matière de jeu incroyable, ce papier. Mais tout est prétexte à jeu dans votre univers. Une goutte d'eau qui tombe, une chaise qui se déplace. Il y a un côté un peu animiste dans votre façon d'envisager l'espace, le plateau, les objets. Disons que nous, on aime... Oui, après, tous les soirs, c'est un peu pareil. C'est pas toujours pareil. Je veux dire, la façon où on réjoue de l'instant de ce qui se passe. Même le chien, il est important pour ça aussi. Mais nous, on aime beaucoup... il y a des jours où on note plein de choses parce qu'elles s'avèrent très présentes et des jours où on les note moins. Mais de toute façon, oui, on est dans le détail, on est surtout dans l'hésitation de l'instant même de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ce qu'on croit qui est en train de se passer ou pas. On aime beaucoup jouer sur cet entre-deux ou sur ces... Et après, oui, je pense que c'est ce qu'on garde un peu du cirque, ce côté où tout est possible, où tout s'emboîte, où tout se déboîte, où tout est un peu prétexte à finalement qu'il se passe des choses inattendues, quoi. Là, le spectacle s'est terminé il y a 20 minutes. Vous êtes allé prendre une douche, ce qui est nécessaire parce que vous vous dépensez beaucoup physiquement. Il faut en sortir du spectacle, Camille, parce que là, vous êtes complètement silencieuse. On sent que vous êtes en train de réatterrir dans une sorte de réalité, mais qu'il vous faut le temps de quitter cette heure de représentation. Oui, c'est vrai. Mazout, il faut le laisser monter, faire le voyage, et puis après le laisser redescendre. En plus, là, c'était un soir particulier parce que c'est une pièce qu'on a montée en 2012 et après qu'on a transmis à 2 autres amis et comédiens. Et là, pour une cause de blessure, en fait, on s'est retrouvé à retrouver Mazout, à reprendre le spectacle. Donc, c'était particulièrement intense pour nous de revisiter ça aujourd'hui. Au pied levé, au pied levé, dans la journée. Et en même temps, ce spectacle, il a toujours demandé ça, en fait, une espèce de quelque chose qui
qui emmène. Enfin, il y a une forme de lâcher prise et de beaucoup de générosité du corps pour essayer de trouver. Et en même temps, ça reste une écriture toujours fragile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours maintenu dans les pièces. C'est sans doute dans cette pièce-là qu'on a le plus touché ça. De comprendre que, parce que il y a quelque chose qui restera toujours fragile dans la pièce, ça met au bon endroit en fait. Mais après, du coup, il faut donner, trouver quoi. Je vous découvre, hein, je vous dis, je ne connaissais pas du tout votre travail. J'ai un peu travaillé pour préparer cette rencontre avec vous. J'ai l'impression que dans ce spectacle, il y a beaucoup de vous-même, de là d'où vous venez, de votre couple, sans doute aussi de votre rencontre, de la relation entre vous. Donc vous étiez voltigeuse, vous êtes voltigeuse, passionnée d'équitation. Camille, Blaise, vous étiez plutôt porteur. Je crois que vous avez tous les deux fait l'école du cirque, hein. L'école nationale du cirque, c'est là que vous vous êtes rencontrés. Mais on a l'impression que c'est un peu votre couple que vous mettez en jeu à l'intérieur. En tout cas, de quoi s'est fait un couple, comment ça se construit un couple, qui domine et qui est dominé, puis comment les rapports s'inversent. Et puis aussi les parts de rêve et de fantasmes qui peuvent habiter chacun de vous. Sentez qu'ils ne sont pas toujours les mêmes. Nous, on sait bien que dès qu'on est sur le plateau, il y a ça qui se raconte malgré nous. Quoi qu'on fasse, on est en train de parler de notre relation. Ça, on en a fait plusieurs de spectacles. C'est vrai qu'on le sait. Quand on avait fait Mazout, on s'était dit, bon, il ne faut pas que ça soit... Il faut essayer d'éviter le sujet. Et en même temps, on savait que même si on voulait l'éviter, il allait être là, il allait être présent plus que nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'on s'est donné dans le fait de se dire, bon, ces deux-là, à la base, ils sont éloignés, ils ont un rapport un peu, il y a ce monde du travail du bureau, il y a un rapport un peu comme ça qui n'est pas, en tout cas, directement le couple d'emblée, pour que du coup, il y ait plus de parcours dramaturgique, pour qu'il puisse s'y passer plus de choses, et puis que ça soit un peu plus complexe dans la relation et dans le relationnel. Donc c'est clair qu'ils y plongent complètement, et ça les amène dans quelque chose d'onirique, puis il y a un peu les mondes de chacun des uns des autres, des incompréhensions, les névroses, le fait de se tenir, de se supporter, de s'amener. Donc on sait bien que finalement, oui, c'est ça le fond du sujet, mais on s'est amusé en tout cas à détourner un peu, de mettre un cadre un peu du monde du travail, de la recherche, des plans, une sorte de cadre comme ça qui est un point de départ pour finalement que ça soit mis au service de cet enjeu-là qu'on sait que de toute façon, quoi qu'on fasse, il va être là, quoi. Il faut quand même aller assez loin, et je trouve que vous allez et l'un et l'autre très loin dans ce que vous livrez de vous-même. Mais j'ai l'impression, je peux me tromper, que c'est Camille quand même qui franchit des lignes, notamment en chantant et notamment en criant, qui ne doivent pas être si simples à franchir. Après, vous êtes évidemment une artiste professionnelle, donc j'imagine que vous faites la part des choses entre l'intime absolu et l'intime qu'on rend public, mais je trouve ça très courageux. Jusqu'à ce que ça s'apaise et qu'il y ait ce chant magnifique, à mort, qui est de Monteverdi, parce que vous chantez. Ouais, je chante. Et c'est marrant de vous entendre avoir été percuté par ça, parce que l'autre pièce qu'on joue en ce moment, je pense qu'elle est encore pire dans la mise à nu. C'est vrai. Ouais. Donc pour moi, Mazout, ça reste assez soft, vous voyez. Mais c'est vrai que après la voix, moi je pense que j'ai toujours eu la chance d'avoir une voix assez facile, qui me proposait plusieurs choses, et donc je l'ai toujours utilisée pour passer cette frontière. Moi je suis pas comédienne à la base, je suis plutôt dans le corps, tout ça, donc c'est vraiment cette facilité de la voix qui m'a aidée justement dans ce que vous décrivez, de quelque chose qui se laisse à regarder. Et du coup, comme c'est mon outil, je l'ai développé dans cette pièce, parce que chacun fait avec ses outils. Et oui, de toute façon, il s'agit, je crois qu'on est un petit peu obsédé par ça, de ce que beaucoup d'artistes décrivent sur cette question de quelque chose de très intime, et puis qui va venir justement, parce qu'elle est très intime, avoir à parler à chacun. Et c'est vrai que non, il n'y a aucun souci en fait pour moi c'est très cadré. Justement, l'écriture est très claire, donc du coup, on fait justement des spectacles où l'écriture est très claire et c'est une forme d'horlogerie quand même. Et du coup, à l'intérieur de ça, on peut se laisser aller, se laisser regarder.
Donc il n'y a pas... on est toujours assez en sécurité. Et puis finalement, l'outil aussi de base, pour nous, clair et net, dans le jeu, c'est vraiment le clown. C'est-à-dire, c'est vraiment la question du présent. On existe dans les yeux du spectateur. Donc c'est pas complètement nous, toujours quand même. C'est une part de nous, c'est une part de tout le monde. C'est une part de tout le monde qui se fait regarder, quoi. Oui, c'est d'autant plus une part de tout le monde que je pense qu'il faudrait qu'on aille poser la question, mais que chacun se raconte sa propre histoire. Moi, vous me parlez du pétrole, je comprends le sens du titre, mais pour moi, c'était pas ça. Le mazout, c'était la tempête, les oiseaux, et effectivement, sans doute ce que vous cherchiez à dire aussi d'un saccage exercé sur la nature, parce que je crois que depuis que vous êtes installé à la cave coopérative, près de Toulouse, dans ce village dont le nom m'échappe, l'année de Comminges, voilà, qui est en plusieurs parties, vous avez décidé de faire du lieu où vous êtes posé, pas seulement un lieu de création, mais un lieu qui soit connecté au monde, et donc ça veut dire être connecté aussi aux besoins de ce monde, être connecté aux soucis, aux préoccupations environnementales, faire venir là des gens qui ne sont pas nécessairement des artistes, faire un tiers-lieu finalement. Vous êtes en train d'inventer une sorte de tiers-lieu. Un lieu de création justement un lieu de création. Qu'est-ce que c'est que créer? C'est-à-dire que d'inventer des expérimentations, créer des rencontres, et que l'art n'est jamais loin en fait, et qu'au contraire elle reste le propos en permanence, mais que par cette démarche-là, par cette exigence-là de la pratique, de la recherche, de la création, et convier aussi ce que veut dire prendre soin, c'est-à-dire comment on prend soin de soi pour se donner l'espace de créer. Donc prendre soin, c'est forcément ça convoque toute la question du vivant, donc de ce qu'on mange, de comment on habite le monde, et surtout aussi comment on est les uns envers les autres. Donc oui, on a appelé ça les tiers-lieux, c'est-à-dire les tiers-lieux, c'est plus la question de la collaboration entre différents intérêts, différents groupes. Nous, je crois que c'est un petit peu différent dans le sens où c'est quand même une ligne conductrice qui est la nôtre, avec des gens invités à collaborer. Oui, après c'est aussi cet arrêt du confinement qui nous a permis de beaucoup réfléchir à ça. C'est sûr qu'il y a, voilà, avec les éléments avec lesquels on travaille, la matière et tout ça, c'est des choses que nous on utilise, mais aussi le fait de voilà, que ce soit un lieu où on y vient voir un spectacle effectivement, mais on y vient aussi pour d'autres choses, et qui est vivant toute la journée, et qui... Mais bon, c'est un projet en cours, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est acquis, parce que on aime bien être en dehors des sentiers, et en dehors des sentiers, c'est plus compliqué de trouver des routes, quoi. Donc du coup, c'est un projet en devenir qui va peut-être, on espère, aboutir, ou peut-être bifurquer et devenir autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qu'on porte à bout de bras en parallèle de notre travail artistique qui est déjà conséquent. Et du coup, bon, on y est. C'est vrai que c'est un endroit, c'est une ancienne cave coopérative où on faisait du vin avant, donc on a envie de refaire du vin, se replanter, tout ça. On a plein d'idées, plein d'envies, parce que finalement, nous, on travaille avec beaucoup de langages différents. On a des gens aussi qui sont multiples au sein de la compagnie. Nous, on fait un peu tout, on est des touches à tout. Et on essaye qu'autant dans l'administration, production, dans la technique, ce soit des gens un peu comme nous. Donc, on aime bien ce côté où on déborde, où les choses... on ne sait pas trop, voilà, c'est pas de la danse, c'est pas du cirque, c'est pas du théâtre, c'est pas de la musique, mais en même temps c'est un peu tout ça. Donc on aime que ça puisse passer un peu aussi au-delà de le simple spectacle et du simple magasin, de le simple atelier, de le simple... Voilà, on cherche ça, mais bon, c'est un projet en devenir. Mais vous dites c'est pas du cirque, alors moi j'allais vous poser la question, est-ce que c'est du nouveau cirque? Est-ce que c'est ça le nouveau cirque? Ou est-ce qu'il faut arrêter avec ces étiquettes et dire voilà, nous on invente un langage hybride, pluridisciplinaire, avec des gens qui dansent, des gens qui chantent, des gens qui jouent, des gens qui sont acrobates, cavaliers, disons que nous, trapézistes. On préfère que les gens voient ce qu'on fait que de décrire ce qu'on fait. Oui. Donc mettre des mots, est-ce que c'est cirque ou pas? Nous on dit toujours oui, parce que le cirque est quand même ce qu'on appelle le nouveau cirque aujourd'hui. Oui, mais par rapport à la hiérarchie de l'institution et des aides, le cirque continue à être le petit frère ou le petit frère. Donc oui, c'est du cirque. Donc, si on peut aider au cirque à se développer, oui, c'est du cirque. Mais après, nous, on s'en fiche un peu de s'autonomer cirque ou de s'autonomer danse. Nous, on aime faire ce qu'on fait, mais y mettre des mots, c'est pas ce qu'on aime faire. Nous. Enfin, y mettre des étiquettes, je veux dire, y mettre
des choses qui... On est une troupe de cirque contemporain, ce qu'on appelle le cirque contemporain. Mais ce qui est génialissime dans justement tout ce vaste monde du cirque contemporain, c'est que ce n'est que des lieux de croisement, qu'il y a des esthétiques et des univers complètement très différents. Enfin, c'est très très riche. Donc nous, on joue dans des festivals de danse, de théâtre. Il y a plus... Enfin, nous, on a... C'est pas quelque chose qui est moteur, en tout cas en termes de création, de se dire tiens, nous ce qu'on défend c'est on fait du cirque contemporain. Par contre, il y a par où on est passé pour arriver jusque-là, et surtout par le corps en fait. Donc c'est cet engagement du corps en fait qui vraiment... Et puis le fait que nous on a fait du chapiteau, on a tourné, on a nos caravanes, on est des troupes en mouvement, en voyage. Donc c'est cet état d'esprit de la troupe, du chapiteau, ça compte, c'est très... Enfin, c'est la ligne de fond en fait de comment on travaille. Donc ça, oui, ça vient d'un état d'esprit qui est lié au cirque, même très ancien. Puis après, ça se transforme. Voilà. Mais comme plein de troupes de théâtre, plein de troupes de danse, elles sont en pleine transformation toutes. Enfin, j'ai l'impression. Là, il y a un chien. D'ailleurs, il est couché à nos pieds, qui est présent sur le plateau, qui va partir à un moment donné. Est-ce que c'est récurrent chez vous la présence de l'animal sur la scène et si oui, pourquoi l'animal sur scène? Parce que ça peut être le cheval aussi, ça peut être l'oiseau, j'imagine. Pourquoi cette présence-là sur le plateau? En fait, moi, je vis avec des animaux, j'ai grandi avec des animaux, j'ai grandi dans une ferme équestre. Donc, il y avait cette évidence à partager le quotidien, en fait, avec les animaux. Et c'est un besoin, déjà, à la base. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis passionnée ce qu'on appelle l'éthologie, enfin voilà, l'espèce de communication à inventer avec eux. Et puis au bout d'un moment, alors qu'on avait déjà commencé notre parcours, m'a semblé intéressant et même nécessaire pour moi de les convier en fait sur le plateau, parce qu'aussi ils étaient là juste à côté en fait. Et donc petit à petit en fait, c'est construit ce langage qu'on a inventé avec eux. C'était aussi un rêve à la base. C'était un rêve, un rêve moteur qui t'a poussé à aller dans l'école de cirque et tout ça. C'est quelque chose que tu avais envie depuis que tu étais petite de faire des choses avec eux. Moi, je voulais tourner en roulotte avec les chevaux qui tirent les roulottes et puis faire le spectacle, quoi. Donc, après, ce qui nous a vraiment changé dans notre langage, c'est que quand on a commencé à travailler avec des animaux sur le plateau, ils nous ont ramené des contraintes, c'est-à-dire que quand il est là, il faut tout arrêter, il faut être tous là, on ne peut pas faire semblant de ne pas être là. Et du coup, ça, nous, on l'a pris vraiment comme quelque chose, comme un apprentissage, quoi, comme quelque chose de très important. C'est-à-dire que on parle toujours de la justesse de l'acteur, d'essayer, nous, on recherche toujours de continuer à être juste, et ça, on est tous en train de courir derrière ça. Et eux, ça, ils l'ont très clair. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils sont toujours là. Il y a pas. Donc pour nous, ça, on l'a pris plutôt comme quelque chose qui nous amène une rigueur dans le spectacle et une espèce de rigueur et puis d'exigence au plateau, de faire ce qui arrive vraiment, de pas faire semblant, qui nous amène vers cette justesse, on a l'impression, et puis qui aussi ils font des prépositions, par leur être, et du coup de savoir jouer avec ça, c'est quelque chose qui nous maintient en vie, qui maintient le spectacle vivant, qui maintient le chose que c'est jamais acquis. Un spectacle pour nous, il est jamais fini tant qu'on l'arrête pas de le jouer, quoi. Et puis finalement, la nécessité des animaux, ça dépend des projets, mais elle est comme le fait qu'on a fait jouer notre fille, qu'on vit des gens plus âgés, des gens plus jeunes. C'est la question de l'alter ego, en fait, de la question de l'autre, en fait. Et en fait, les animaux posent d'office la question du fait qu'on ne comprendra jamais complètement ce qui est en train d'avoir lieu ou ce qui se passe dans la tête du partenaire. Et en fait, le fait que ça mette en jeu ce peut-être à garder en alerte chez nous, d'être aux aguets, c'est quelque chose qui est dans un rapport à l'autre et à la vie qui souvent amène au bon endroit. Ce qu'on oublie souvent entre les humains. Mais en même temps, c'est pas obligatoire qu'on travaille avec des animaux non plus. Il peut y avoir une tendance aussi de se dire du coup c'est toujours avec des animaux. Non, on essaye aussi des fois de faire des choses sans animaux en gardant cette rigueur-là, quoi. Je vous propose qu'on change peut-être d'espace parce que j'ai l'impression qu'on va commencer à gêner pour la construction de décors, qu'on fasse une pause parce que dans cette émission il faudrait aussi que Réal, qui était passé je ne sais où mais qui est revenu, vienne dire au micro ce qu'il a écrit. Moi je vous attends de l'autre côté.
Je vais aller chercher un verre. Et puis, je voudrais qu'on continue sur la question de l'animal, parce que de l'animal, je voudrais qu'on parle de l'animalité, puis derrière de la sauvagerie, qui me semble être complètement aussi un noyau dur, en tout cas de ce que je viens de voir dans Mazout. Je suis triste comme une fleur qui fane. C'est presque la fin du festival. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des personnes qui m'ont appris des choses qui me serviront, concernant l'amélioration de mon écriture, mais pas que. J'ai eu la chance de recevoir des conseils de vie, des conseils que je mettrai en pratique sans aucun doute. Hier, lorsque nous discutions, j'ai appris que Charles Aznavour mettait 2 ans pour écrire une chanson. Cela m'a paru fou et pertinent en même temps. J'ai compris pourquoi ces musiques étaient aussi impactantes. Je me suis promis de faire de même très prochainement. Écrire un texte pendant 2 ans, cela doit être passionnant, d'écrire, barrer, réécrire, jusqu'au résultat final, qui pour le coup a beaucoup plus de chances d'être un ovni, car je crois que plus on passe de temps sur notre texte, plus il a des chances d'être meilleur. Pour moi, ce festival rime avec dépassement de soi. Jamais j'aurais pensé rédiger 2 chroniques par jour, c'est plus qu'un challenge. C'est ma foi qui est mise à l'épreuve, mais en fin de compte j'y arrive. Car le festival théâtre en même me nourrit tellement. Il n'y a pas que les spectacles qui me nourrissent, il y a bien plus que ça. Hier, autour d'un bon verre de chardonnay, je discutais avec Philippe Poisse, une personne vraiment géniale que j'ai rencontrée, avec un esprit d'artiste, du cœur et un aura qui se dégage de lui. J'ai vraiment adoré discuter avec ce chouette type, et ce qu'il m'a dit hier m'a beaucoup percuté. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il est beau ce théâtre. T'as vu la hauteur? Lorsque tu rentres dans cet endroit, t'es chargé en énergie, chargé en quelque chose d'indescriptible qui nous donne de la force. Et j'adhère complètement à cette affirmation. Il y a quelque chose de fort dans ce théâtre. Chaque artiste devrait y passer pour se ressourcer et se remettre à bloc. Lorsque j'y suis, des tonnes d'émotions émanent de moi. Je repense à mon parcours, à des personnes qui ont abdiqué face à leurs rêves, parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils s'en sentaient incapables. Philippe était vachement inspiré hier. De sa bouche sortaient des paroles fortes et redonneuses d'espoir. Il me regardait droit dans les yeux et il me disait « L'argent n'a pas plus d'importance que ce qui t'anime à l'intérieur de toi. » Et en effet, ce qui m'anime est tellement fort, tellement puissant, insondable. L'art est un mystère que seul un artiste peut comprendre. Merci. Je voulais que vous entendiez Réal, parce que je trouve que Réal, c'est de la présence à la fois très travaillée, mais c'est aussi de la présence assez brute et sans artifice. Et je pense que la question de la présence est quelque chose, je me tourne aussi vers vous, est quelque chose de fondamental dans ce que vous faites. Comment on accède à cette présence, et c'est quoi la présence pour vous? Ça a à voir avec se laisser être regardé et se laisser voir. Et ce que vient de faire Réal, c'est ça aussi, c'est se laisser arracher quelque chose de soi, ou plutôt le donner en fait. Et par exemple, quand on fait des exercices très simples et qu'on montre un nouveau groupe de travail, une des choses les plus difficiles, c'est de se mettre sur un plateau et de ne rien faire, et de se laisser être regardé là à ne rien faire. Et tout se dit, c'est la question du silence qui n'existe pas. Le silence n'existe pas. Et il y a toujours le cœur, il y a toujours quelque chose qui est en train de faire du son ou de raconter. Et en fait, se connecter, je ne sais plus qui le disait, sans doute un grand homme ou une femme de théâtre qui disait que jouer, c'était déduire, c'est-à-dire aller vers cet essentiel-là. Donc la présence, elle a à voir avec ça. Être. Ne pas être? Non, être juste là, être. Non, pour moi, la présence, c'est essayer d'être toi sans être autre chose, être là sans pas être ailleurs. C'est une sorte de ponctum ou quelque chose c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure des animaux. C'est aussi compliqué que c'est simple, non, de travailler sa présence. Tu passes toute ta vie à le faire et en même temps tu le portes depuis le début. C'est pas. Et puis c'est à voir avec le corps. C'est à voir avec le corps. C'est du concret. C'est pas une idée. C'est pas de la pensée. C'est quelque chose qui est là. Donc ça, du coup, c'est très spirituel en même temps. Et en même temps, c'est ce que convoque le spectacle vivant. C'est ce rituel-là. Convoquer ses présences.
C'est spirituel, mais c'est aussi, et c'est quelque chose que vous creusez, animal. Et je trouve que de l'animalité, on pourrait aller sur la sauvagerie, parce qu'il y a une forme de sauvagerie, rechercher même dans la représentation. Et peut-être que la sauvagerie, c'est Annie Lebrun, une philosophe, qui dit ça, c'est la possibilité de la création. Elle dit que la nuit, c'est le lieu de la sauvagerie, que le noir, c'est la couleur de la sauvagerie, et que c'est à ces endroits-là, dans ces états-là, que peut jaillir la création, l'acte de création. Oui, je sais pas. Oui, peut-être que je comprends pas bien pourquoi c'est la nuit, mais par contre, c'est sûr que nous, quand on cherche, on va explorer ces endroits où, à un moment donné, il y a quelque chose qui a lieu malgré nous. Et donc, c'est que des espèces d'exercices où on se fatigue, où on enlève les verrous. Donc, ça demande un grand cadre de travail très bienveillant, en fait, pour pouvoir aller faire parler quelque chose qui va nous échapper et qui, en fait, est ce qui doit être dit dans ce projet-là. Et ça, c'est pas les idées, en fait. C'est quelque chose d'au-delà de ça. Après, le mot sauvage, il me parle pas beaucoup parce que c'est comme si on chargeait quelque chose d'une forme de symbolique, quelque chose de perdu qu'on irait reconnecter, alors que pour moi, c'est toujours là, en fait. C'est quelque chose qui est toujours là. C'est plutôt lié à la transformation, l'adaptation, quelque chose qu'on transforme, les sous-couches. Mais le moteur, en fait, il est là, et être, c'est là. Et donc, entre être et sauvage, je ne vois pas bien la différence. Moi, je le vois plus dans le lâcher-prise, le sauvage, dans le fait de... On bride pas, on se retient pas, on laisse aller. Et c'est vrai que ça, nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. On fait beaucoup de déchets pour en arriver à quelque chose. Donc, des déchets dans le sens où on manie beaucoup de matière pour finalement la mettre à l'envers, pour la remettre à l'endroit. Donc, il y a quelque chose, en fait, du faire et défaire. Mais c'est vrai qu'on ne bride pas. On essaye plutôt de se trouver dans des états sur lesquels on se bride pas et on lâche. Donc, oui, ça peut, je pense, faire écho à la sauvagerie dans le sens où il n'y a pas une sorte de position à tenir, quoi. Tout est permis, on peut laisser... le sens, il viendra peut-être ou pas, ou s'il vient pas, c'est que c'est peut-être que ça ne devait pas être là, mais on le mettra peut-être ailleurs. Et du coup, c'est une sorte de façon de faire que nous, on a, qui est beaucoup de l'artiste artisan aussi, hein. C'est le faire et refaire, d'y repasser. Et tout simplement, il y a des choses que tu refais et des choses que tu ne refais pas par des conscients, par de l'inconscient. Et du coup, il y a beaucoup aussi de l'instinct, en fait. Le fait de croire que les choses vont se poser toutes seules, que les choses vont arriver, de faire confiance au travail et de faire confiance un peu à cet instinct-là qui a à voir avec l'animal aussi, d'avoir la notion de, bon, là, je crois que c'est par là, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ce je ne sais pas, il est quand même fait d'un vécu, d'un savoir, d'une pratique, il est quand même rempli de beaucoup de choses. Donc finalement, faire confiance à l'instinct et se laisser faire et se laisser aller un peu dans des inconnus. Oui, moi j'y vois un peu cette connexion dans la sauvagerie et du coup oui, je vois que nous on pratique ça. À condition qu'on fasse, à condition de faire. Oui, faire confiance à l'intuition dans quelque chose qui a lieu et qui se répète. C'est pas dans la pensée, quoi. C'est pas dans le papier, c'est dans le faire. Mais ça, vous l'avez dit ensemble, hein, dans le faire. Mais qu'est-ce qui vous échappe? Est-ce que quelque chose vous échappe pendant le temps que dure la représentation? Par exemple, il y a une chose... Mais j'y viendrai après, je préfère vous écouter d'abord. Qu'est-ce qui vous échappe? C'est le but, hein. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous échappe à un moment donné. Après, nous, on reguide. On touche des moments. Oui, mais la première... la salle, l'ambiance, même le mètre cube du théâtre même, et s'il est plein ou pas, et avec l'énergie dans laquelle le public est, c'est déjà une incertitude totale avant. Donc, et ça guide beaucoup, finalement, la couleur du spectacle en entier, parce qu'entre un soir et un autre, ça peut être très différent en fonction des petits bruits, de l'intention des publics, de si c'est plein ou c'est vide, si le lieu même, il a beaucoup de mètres carrés ou pas beaucoup, et que les choses résonnent plus fort ou pas, et que du coup, il faut pousser plus ou pousser moins. Donc, finalement, même si nous, on croit qu'on sait qu'on va faire ce spectacle-là, les incertitudes, elles sont gigantesques, quoi. Et puis il y a les cadeaux, il y a des choses
comme je sais pas, si je suis sur un plateau avec mon cheval, ou à un moment il m'offre un truc, soit je sais le saisir, soit je sais pas le saisir. Et le public c'est pareil, on peut saisir quelque chose qui a lieu ou pas. Donc en fait nous on attend que ça, de se faire déborder. Et puis après on a notre écriture, notre petite horlogerie qui est là, ou sur lesquelles qui nous sécurise en fait. Mais tout ça est fait pour que c'est le sens du spectacle vivant, pour qu'il y ait quelque chose qui ait lieu parce qu'il y a ce public, parce qu'on est là en train d'essayer de tendre vers quelque chose. Alors, Alexandre, juste derrière toi, tu les vois pas, tu leur tournes le dos à cause du micro. Il y a la fille de Camille et Blaye qui s'appelle Thaïs. Et il y a leur nièce qui s'appelle Ségane. Sigane. Et qui sont assises côte à côte, qui écoutent. Il faut un œil un peu noir. Elle était là pour écouter. Elle était là que pour écouter. Comme elle est là, moi j'aimerais bien savoir comment... D'abord, si vous avez envie, et c'est déjà le cas, est-ce que vous avez envie de suivre les pas de vos parents pour tes parents pour Thaïs et de tes oncles et tantes pour Sigane? C'est-à-dire, est-ce que vous allez aller dans une carrière de cette nature-là? Et comment vous les voyez quand vous les voyez sur une scène de théâtre? Bah, ça, moi... c'est Sigane. Oui. Moi, pas vraiment. Je sais que la scène, c'est pas vraiment fait pour moi. Après, j'adore les regarder et les suivre dans leurs aventures. Mais je sais que j'en ferai pas mon métier. Alors moi, du coup, c'est Thaïs. Et je vais pas suivre leurs pas parce que je vais pas me mettre dans leur empreinte. Mais si, l'art, ça m'attire. Après, parce que j'ai grandi dedans. Mais je vais pas reprendre... ce qu'ils font, vu que c'est eux et c'est pas moi. Et je me souviens plus de l'autre question. C'était ça la question en fait. Est-ce que vous avez envie de les suivre? Et comment vous les voyez quand vous les voyez sur un plateau de théâtre? Parce que souvent pour les enfants d'acteurs, c'est pas facile de voir ses parents sur une scène de théâtre. D'abord parce que tout le monde les regarde. Et que donc, voilà, le regard, il est partagé avec le public. Et puis parce que peut-être ils vous paraissent soudain différents de ce que vous savez d'eux dans l'intimité. Vous voyez d'eux aussi des choses que vous ne voyez pas dans la famille. Et je trouve ça intéressant de savoir ce que tu vois, toi, Thaïs, quand tu vois ta mère et ton père faire ce qu'ils font, c'est-à-dire danser. Et puis parfois, ça devient très violent. Camille, elle monte sur les épaules de Blaye et c'est pas simple pour Blaye. Il y a cette complicité, mais il y a aussi des fois des choses qui partent un peu en vrille, même si c'est calculé. Comment tu regardes tout ça, toi? Bah moi je vois pas vraiment de différence parce que ils ont toujours été comme ça. Enfin, il y a pas vraiment de, enfin je sais pas, c'est pas comme s'ils étaient d'autres personnes sur le plateau. Enfin, c'est les mêmes personnes. Enfin, je vois pas. Ça a jamais été difficile pour moi de les voir faire ce qu'ils aiment faire. Et puis en plus, j'ai déjà été avec eux sur le plateau, donc on l'a partagé, on l'a vécu ensemble, donc c'est pas comme... Enfin, c'est la même chose, c'est pas... Et c'est ça qui est beau dans les spectacles, c'est que du coup, ils retranscrivent quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui se passe, alors que les gens le voient comme un spectacle et c'est quelque chose de fictif pour eux. Alors que pas forcément. Donc c'est de l'intime qui est sur le plateau, si j'entends bien Thaïs. Ouais, elle sait reconnaître, elle sait reconnaître ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on est en train de donner. Après nous, on se l'organise pour qu'on n'est pas en train de régler tout. C'est pas une forme de psychanalyse ouverte à tout le monde. Donc, mais c'est vrai qu'on est beaucoup trop connectés avec nos enfants pour qu'ils ne reconnaissent pas des choses qu'ils connaissent de nous. Mais ils savent très bien qu'on est en train de jouer la représentation. Elle sait très bien qu'on est en train d'appuyer ou pas sur... Elle connaît nos trucs. Donc c'est pour ça qu'elle nous reconnaît dans nos trucs. Nos ficelles, elle connaît toutes nos ficelles. Et d'entendre dire Thaïs ou Sigane, moi j'ai pas envie de faire la même chose, j'ai pas envie de mettre mes pas dans les leurs, parce que c'est leur empreinte, ça vous fait quoi? Parce que par exemple, vous, Blaye, vos parents étaient clowns, ils sont toujours clowns, ils vivent en Espagne, je suppose, en Catalogne. Donc vous êtes, comme on dit, un enfant de la balle, donc il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, de l'héritage, de la passation. Donc si Thaïs reste sur sa position, et Sigane aussi,
Non, mais Thaïs, elle a l'air d'avoir envie de creuser quelque chose. Sur l'art, oui. Après, moi, je pense que c'est plutôt le fait de réussir à être un peu dans une sorte de passion ou quelque chose qui te plaît et tout ça. Peu importe finalement ce que tu fais. Ce qui fait, c'est être heureux dans ce que tu fais tous les jours et pourquoi tu le fais et tout ça. Après, nous, la forme, on n'a rien à dire sur les choix qu'elles feront sur leur vie. C'est justement la leur. Et par contre, ce qu'on souhaite, c'est qu'elles arrivent à rester... Enfin voilà, nous, on a eu la chance de se retrouver là-dessus, d'être heureux dans ça. Et j'espère qu'on va leur passer le fait de trouver ça dans quoi qu'elles vont faire et choisir. C'est de retrouver le fait d'être heureux dans ce que tu fais, quoi. En tout cas, il y a une forme d'intensité. Après, quel que soit le métier, quelle que soit la voie décidée, ou il y a quelque chose de l'ordre d'un engagement, en fait. Et que cet engagement n'est pas que... quelque chose qui t'enlève quelque chose, mais en fait cet engagement, ce qui t'abîme à l'intérieur de cet engagement, en fait c'est un cadeau, c'est quelque chose qui donne du sens à ta vie. Donc je pense que les jeunes avec qui on travaille, ou nos enfants, ou même toute l'équipe de Barreau d'Ével, il y a quelque chose qui est clair entre nous par rapport à ça. On fait des pièces qui nous fatiguent énormément, mais ce n'est pas la question en fait. Il y a quelque chose d'une forme d'intensité pour donner du sens en fait à ce à quoi on travaille tous les jours. Et c'est vrai qu'encore plus dans le monde dans lequel on vit, il y a quelque chose d'une forme de résistance à penser que tout est une histoire de calcul et qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie. On peut aussi être en train de creuser quelque chose et pour aller chercher loin. Et c'est parce qu'on est dans cet acte-là, dans ce geste-là, que quelque chose revient et donne du sens et structure. Thaïs, c'est comment la vie à la cave coopérative? Parce que tu vis là-bas. Tu as 15 ans, 14 ans 16. Nous, on n'habite pas à la cave coopérative. En ce moment, on vit avec, justement à la ville pour que Thaïs et sa sœur puissent faire les activités qu'elles veulent faire. Donc à Toulouse? Ouais, Toulouse. Mais c'est comment sinon la cave coopérative? Alors la cave coopérative, c'est un lieu festif. C'est un lieu, c'est chouette parce qu'il y a toutes sortes de choses qui y passent. Ça peut être du théâtre, ça peut être... c'est de tout, mais c'est l'ambiance qui y est, et c'est les gens qui y vont, et c'est la couleur de la cave qui reste toujours la même, quoi. Tout ce qui y passe, ça reste un peu la même chose, de ce truc de convivialité et de bienveillance. Enfin, ça reflète un peu la compagnie... Barreau d'Ével. Enfin, je trouve que ce lieu peut mettre une image et une couleur sur la compagnie. Avant de se quitter, moi je voudrais vous demander quelque chose. Camille, bon, vous êtes libre de refuser, hein. Mais il y a un quasi-silence ici et vous chantez vraiment très bien. Voilà. Donc j'ose vous demander si vous êtes d'accord. Pour chanter. Je vais vous chanter un chant gitan. C'est Zelem Zelem, c'est un chant... On va faire un peu de silence pour Camille qui chante. On boit son vin tranquille. Cergamala shuk amendromensa Maladile shuk amendromensa Maladile shuk amendromensa Maladile shuk amendromensa Spau rumale Spau savale Spau rumale Spau savale Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.